Bonjour, on va progressivement commencer cette séance, donc qui a, bien que le confinement soit levé, a encore lieu sous format de webinaire avec Alain qui est à mes côtés, Arnaud qui est déjà connecté, que je ne sais pas dans le partage d'écran si vous le voyez, Sylvia qui va pas tarder peut-être à se connecter, et donc moi-même Jean-Pierre, je ferai l'animation et le chronométrage du temps. Voilà. Arnaud, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Parce qu'on a un... Oui, bien sûr. Voilà. Donc au-delà de l'Arnaud, voilà. Merci Arnaud. Donc voilà, on va donc commencer. Donc on est dans une des manifestations que le Lab d'Opelia, le Lab Hope organise. Le Lab, il a pour vocation à l'intérieur d'Opelia et avec toute personne intéressée, puisqu'il est ouvert sur l'extérieur, mais il a l'occasion de nous permettre un peu collectivement de faire le point, de réfléchir sur nos sujets de prédilection, l'accompagnement, le travail avec les différentes personnes concernées par les questions d'usage, les approches thérapeutiques sous leurs différentes formes, ainsi de suite. Voilà, je dis ainsi de suite parce que on est en train petit à petit de continuer de faire évoluer le lab et de continuer les rendez-vous. On a eu une première séance. On va avoir bientôt, alors sur un autre mode, je ne sais pas si vous le voyez, puis c'est derrière moi aussi l'affiche, une autre manifestation qui rentre dans le lab, qui est le groupe recherche et publication qu'anime Olga, et qui, le matin de l'Assemblée Générale, comme on avait un peu l'habitude, viendra permettre de faire le point sur 3 sujets de recherche. Donc là, ce sont des collègues, membres d'Opelia, et qui sont dans des travaux de recherche, doctorat ou master ou autre, et donc 3 d'entre eux ont accepté de venir présenter leurs travaux. Donc Jean-Michel Vidalon et Maxime Bou viendront parler de la RDR et l'alcool en CTR. La pratique du territoire dans les cliniques actuelles, c'est Claude Poli qui présentera le travail qu'il fait au niveau du service Bochiec et qui donne lieu à la préparation d'une thèse. Et puis alcool et CHRS avec Maxence Thomas, qu'on avait déjà entendu dans la première manifestation du Lab et qui viendra là de façon plus détaillée parler de cette expérience. Voilà. Et puis, on ne vous donne pas les dates parce que voilà, ce sera après à la rentrée, mais il y aura d'autres séances et qui seront sur le mode de ce qu'on fait ce soir, où on veut explorer quelque chose qui est au cœur un peu de notre travail, mais qui parfois est un peu oublié, qui est le rôle de la coopération, au sens très large, et le rôle des pratiques coopératives et de ce que une réflexion sur cette dimension, alors avec Alain on dit parfois la sociogénèse des addictions, et au-delà de la sociogénèse, les leçons qu'on peut en tirer, voilà, comment on peut soigner. Alors, j'ai pas envie de dire en se passant de traitement, parce que c'est pas le but, et on n'est pas dans on n'est pas dans un truc privé comme ça, se passer de traitements médicamenteux, de même que le but n'est pas de faire l'économie d'un travail psychothérapeutique. Moi je reste un psychologue clinicien, donc je garde un grand respect pour la pratique médicale et pour la pratique psychothérapeutique. Mais si on est cohérent avec l'équation E égale SIC, si on est cohérent avec un certain nombre d'observations et que notamment toutes ces guérisons entre guillemets ou les sorties sans traitement montrent, y compris
quelle que soit d'ailleurs, entre guillemets, la gravité de la substance qu'on met souvent en avant, on voit qu'il y a beaucoup de parcours de réhabilitation, peu importe le mot. On aura l'occasion là aussi de faire un effort sémantique petit à petit et de mettre de l'ordre dans notre vocabulaire, hein. Mais on voit qu'il y a beaucoup de parcours de sortie, de réhabilitation, de guérison, selon les mots encore une fois, qui se font par ce travail d'aller-retour avec ces environnements et notamment avec des processus qui font penser ou qui donnent envie de repenser la notion de coopération. Voilà, hein. Et donc, c'était un peu dans cette idée-là qu'on avait commencé à explorer avec Alain, comme parfois on a l'habitude dans un travail. Et là, en l'occurrence, c'était quand on avait actualisé le troisième exemplaire de l'aide-mémoire d'addictologie, où on avait retrouvé des contributions. Je pense à celle de Maïra, je pense à celle de Pierre Chapard, je pense à beaucoup d'autres collègues qui ont travaillé là-dessus. Et on s'était dit que ce serait bien de prendre le temps de déployer tout ce qu'on appelle le temps de déployer autour de cette notion de coopération, de ce que ça nous permet de proposer et de ce que ça permet d'enrichir de l'accompagnement. Voilà, c'est un peu moi ce que je voulais dire en introduction, donc en vous rappelant qu'il y a ce rendez-vous le 25 juin, et puis il y aura d'autres rendez-vous à la rentrée. Alors on a, dans les personnes contactées, on a Éloi Laurent, qui est un économiste de la santé, et qui a travaillé un peu des questions qui peuvent recroiser ça. Et puis on a Patrick Faron, moi que j'aime beaucoup, parce que d'abord il a travaillé à une époque sur les NA et sur ce type d'approche, et puis qu'il a ensuite beaucoup travaillé, il a publié plusieurs livres sur un peu la critique de l'hyperconsommation, de l'hyperlibéralisme, et leur impact sur les questions d'addiction. Ils ont tous les deux donné leur accord de principe pour venir à une séance du lab, et il faut qu'on finisse de la modéliser, et on passera après à une séance concrète avec eux. Voilà, j'en ai fini. Je vais donc laisser la parole à Alain. On aura Arnaud qui sera avec moi en animation. Arnaud Goujon, pardon. Alain Morel pour finir de le présenter. Et puis, je ne sais toujours pas, je n'arrive pas à savoir, je me renseignerai sur... Sylvia si Sylvia est connectée, donc je vais passer par le chat ou autrement pour me renseigner, on la présentera. Sylvia Rocher. Sylvia Rocher, quand elle sera là, que l'on aura pu allumer son écran. Donc Sylvia Rocher qui sera avec nous aussi dans l'animation et la présentation sur cette séance du lab. Alain, à toi. On a jusqu'à 19h. Alain vous le redira, il l'a découpé en 3 parties. On essaiera d'avoir une petite discussion après chaque partie et un peu plus à la fin de la dernière. C'est ça, merci beaucoup Jean-Pierre Coutron. Oui. Je voudrais souligner le fait que ces conférences qu'on commence là, enfin c'est la deuxième, mais ces conférences qu'on inaugure, ne sont pas destinées à vous faire part de nos profondes pensées à Jean-Pierre et moi. Elles sont surtout là pour dessiner un peu des réflexions qui sont nées de travaux collectifs. Jean-Pierre le rappelait tout à l'heure à propos de l'aide-mémoire et du nombre de personnes qui ont travaillé sur ces questions-là avec nous. Et donc d'ouvrir un certain nombre de questions. Parce que je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est finalement de défricher quelque chose, c'est de découvrir ensemble quelque chose, c'est de créer ensemble la poursuite, le prolongement d'une approche qui est née il y a quelque temps déjà et qui est issue, je tiens à le dire, d'une longue histoire et de réflexions, de travaux qui ont été menés aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs. Je dirais, on n'est que les héritiers de ces penseurs comme Stanton Peele, qu'on est allé rencontrer à New York, Dollard Cormier, qui est décédé malheureusement, mais qui était un psychosociologue québécois, Olivenstein, bien sûr, Claude Olivenstein, et bien d'autres,
on a le sentiment d'être dans cette filiation et qu'on a cet héritage à faire fructifier, non pas à rabâcher. D'abord, ça serait pas possible, le contexte change beaucoup, les choses changent beaucoup en matière de drogue et d'addiction en particulier, et donc on est en train de découvrir et d'inventer ensemble, en reprenant des éléments, des ingrédients qui ont déjà été proposés par le passé, de les reprendre d'une autre façon, de retrouver certains qu'on avait oubliés, et voilà, donc c'est vraiment de la pensée créative, c'est de la pensée qui est tournée aussi vers la pratique, c'est pas simplement de la théorie, c'est essayer à mettre nos théories à l'épreuve des pratiques et les pratiques à l'épreuve de la théorie. Je pense que nous en avons tous besoin, c'est pas une propriété ou c'est pas une qualité qu'il faut demander et qui appartiendrait seulement à des penseurs, psychologues ou psychiatres. Tout le monde, à mon avis, est invité à réfléchir et à participer à cette intelligence collective, pour prendre une expression un peu courue, mais qui est bien située à ce niveau-là. Voilà, donc ce soir, dans cette conférence qui s'intitule « Coopérer pour mieux soigner », c'est la question de la coopération sur laquelle on va aboutir. Et je voudrais qu'on puisse essayer d'y réfléchir ensemble sur... ça sera la troisième et dernière partie. Mais avant ça, je pense qu'il est important qu'on se redise des choses sur de quoi on parle. Et donc la première partie sera consacrée à la question de qu'est-ce que c'est que l'addiction. Et surtout... au-delà de qu'est-ce que c'est que l'addiction, de savoir comment on peut sortir de l'ornière épistémologique médicale, c'est-à-dire de cet entonnoir qui conduit à chaque fois à ne trouver de bonnes définitions, enfin de définitions en tout cas travaillées au niveau scientifique et international, qu'à travers la dimension médicale. Je pense qu'il faut sortir de l'ornière médicale il faut sortir les addictions de l'ornière médicale, je m'expliquerai là-dessus. La deuxième partie portera sur les liens qu'on peut ou qu'il faut établir entre l'addiction et notre monde social, c'est-à-dire à la fois le monde social que représentent nos liens entre nous, nos liens sociaux, et celui aussi de nos rapports aux objets, à la technosphère, comme aurait dit Bernard Stiegler. Voilà, ça se rapproche assez bien, Arnaud et Sylvia, si elle est là, des discussions qu'on a eues lundi dans un autre groupe lié à Ars Industrialis, fondé en son temps par le philosophe Bernard Stiegler, regretté Bernard Stiegler, décédé l'an dernier. Donc voilà, je vous propose de commencer comme ça. En fait, ce que je vais développer là, c'est un peu ce qu'on a appris. Voilà, en tout cas, tel que je peux le concevoir moi. Ça fait quand même plus de 40 ans que je me penche sur ces questions, voire que je suis sur ce terrain-là. Donc j'ai un petit peu de prétention à avoir suivi un certain nombre de données historiques, mais c'est aussi tourné vers ce que nous apprenons et ce que nous avons envie d'apprendre. Et autour de la question qui a été le titre, qui est le titre d'un article qui est paru récemment dans Psychotrope, que j'ai signé, qui s'intitule « L'addiction est une pratique sociale soluble dans la coopération ». Bonsoir Sylvia, je vois que votre visage s'affiche. Bonsoir Sylvia. Donc autour de cette notion de pratique sociale et de la solubilité éventuelle de cette pratique sociale dans la coopération, je m'en expliquerai. Mais donc d'abord, pour introduire un peu, je pense que c'est important de ne pas oublier que si on veut intervenir à bon escient sur celui-là, que ce soit une intervention en discours, ou que ce soit une intervention en pratique de soins, de prévention ou autre, il est important de comprendre et de définir cet objet addiction sans le dénaturer et sans oublier que c'est un objet humain,
parfaitement humain, donc forcément à la fois complexe et universel, qui n'est pas simplement valable ici et pas là, parce que sans quoi nous avons une difficulté pour pouvoir s'en servir. Et c'est un sujet, c'est un objet social, et pas seulement médical. On a pu constater devant la massification, la multiplicité des visages, compris les addictions, ces 10-20 dernières années, on s'est aperçu aussi devant l'échec d'une conception, d'une vision morale, répressive et technoscientifique, qu'il est essentiel de comprendre cette expansion, et pour la comprendre, de la mettre, cette expansion des addictions, en relation, en regard de l'acculturation par une grande part de l'humanité, d'une culture mondialisée, qui est celle de la culture liée à un modèle économique, qui est celui du néolibéralisme et de la marchandisation. J'y reviendrai, mais parfois ça semble ne pas satisfaire un certain nombre de chercheurs surtout, ou de penseurs surtout dans le champ médical, mais en réalité c'est très 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 important, je crois. Donc si on veut comprendre cette dimension en regard de cette évolution historique de notre modèle économique et social, c'est aussi pour y trouver des réponses. C'est pas simplement une dimension négative et qui nous amènerait à dénoncer. C'est aussi pour comprendre ce qui, dans ces mécanismes, peut être déplacé, modifié pour pouvoir penser les choses autrement et trouver des réponses qui se trouvent dans cette dimension sociale. Et pour introduire, voilà ce que je redirai à la fin, c'est qu'en réinventant les relations interhumaines, des relations interhumaines qui soient plus respectueuses de l'égalité entre les personnes, plus respectueuses de l'altérité aussi, plus fraternelles, plus coopératives, en instaurant des cadres de vie collectifs fondés sur le partage des savoirs, sur le respect du pouvoir d'agir de chacun, le social, si je puis dire, constitue un levier, un puissant levier de transformation, de soutien, de soins aussi, et les institutions, me semble-t-il, doivent jouer un rôle, et comme les nôtres, les institutions de soins en particulier, ont une responsabilité particulière pour commencer à créer, pour préfigurer ces nouveaux liens sociaux et ces changements. Voilà. Alors, commençons par la première partie. Je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'on puisse donner la parole. C'est la question donc de qu'est-ce que c'est que l'addiction. C'est une histoire de concevoir cet objet-là. C'est ce qui, à mon avis, en ressort principalement, c'est que si nous avons des données scientifiques, par exemple des données neurobiologiques, ou des données épidémiologiques, ou des données scientifiques diverses qui nous permettent d'éclairer ce champ-là, en aucune façon ces données ne permettent d'avoir une conception globale de la question, et qu'il nous faut donc associer ces données-là, scientifiques, à des données issues de l'expérience vécue par les personnes. Et ces données de l'expérience vécue, ces données en fait de la vie du monde, de la vie des gens, elles sont plutôt repensées, pensées, et puis explorées par les sciences sociales, que ce soit l'anthropologie, la sociologie, ou la philosophie ou d'autres choses. Et donc il n'y aura pas de bonne définition des addictions sans cet accrochage, sans cette peut-être télescopage, mais entre ces différentes sciences. Ça fait longtemps qu'on le lit d'ailleurs, ça fait je sais pas très nouveau ce que je viens de dire là, mais le télescopage ne produit pas toujours quelque chose de commun. Or je pense que c'est très important qu'on arrive à quelque chose de commun, qu'on arrive à définir un objet qui soit un objet commun, parce que si on n'a pas un objet commun, si chacun a le sien, c'est clair qu'on ne pourra pas avancer dans cette
mutualisation des approches, et donc cette vision beaucoup plus globale, et donc beaucoup plus respectueuse du réel et du sens qu'ont ces pratiques addictives aujourd'hui dans notre monde, parce que c'est un élément très important de comprendre ce sens que ça peut avoir. Voilà. Nous savons au départ, soyons fidèles à nos aïeux et à nos racines, nous avons eu au départ, dans les années 70, l'apparition de ce modèle biopsychosocial fameux qui a été inventé, en tout cas créé aux États-Unis à un moment donné, très proche de la psychosomatique, par un médecin et psychanalyste d'ailleurs aussi américain qui s'appelait George Liebman Engel, et qui en même temps d'ailleurs a travaillé sur la psychosomatique, et en même temps qu'il a développé ce modèle-là pour dire il n'y a pas sur les phénomènes de comportement humain un modèle qui puisse être uniquement biologique ou uniquement social ou uniquement psychologique. Il faut avoir un modèle composite biopsychosocial. Mais son approche visait pas simplement à dire ça, elle visait aussi à, un peu comme Ivan Illich en même temps, puisque c'était à la même époque, son approche visait à inclure l'expérience subjective des patients et, comme il le disait, une perspective sur la relation médecin-malade qui accorde plus de pouvoir au patient dans le processus clinique et qui transforme le rôle du patient d'objet passif de l'investigation en sujet et protagoniste de l'acte médical. Donc on retrouve bien exactement le sens de tout ce qui s'est produit ces temps-ci autour de la notion de rétablissement et autour de beaucoup de choses, autour du pouvoir d'agir. Et bon, je pense que ce modèle circulaire, ce modèle systémique, malheureusement, on l'a trop précocement perdu. En tout cas, il s'est un peu évaporé à travers différentes choses, et notamment à travers aussi la prédominance d'abord de la psychanalyse en France, puis après ces temps-ci de la psychiatrie biologique et d'une approche ultra-biologique de l'addiction, puisque quand on l'a définie comme une maladie chronique du cerveau, comme l'a fait l'UNIDA aux États-Unis depuis la fin des années 90, on voit bien la puissance accordée à la vision neurobiologique pour définir une question qui est une question quand même comportementale, d'un comportement, d'une conduite, voire d'une politique d'ailleurs, et qu'il s'agit sans doute de réductionnisme à travers cette vision ultra biologique. Mais bon, pas non plus oublier que la médecine et la biologie, la neurobiologie ont apporté et apportent encore et apporteront encore un certain nombre de connaissances utiles. Simplement, là encore, c'est une question de mise en dialogue de ces disciplines, de mise en dialogue de ces connaissances avec plein d'autres qu'on a sur la diversification des pratiques d'usage, sur la généralisation des processus addictifs dans plein de secteurs de notre existence, et qui donc ne peuvent simplement se comprendre à travers des dysfonctionnements neurobiologiques. Je vais peut-être passer un peu là-dessus pour dire quand même que dans notre travail, dans notre recherche, nous ici, modestement, nous ici, c'est-à-dire en France, modestement, pour pouvoir prolonger ces réflexions, on a d'abord été vers une définition des addictions autour de la notion de centration, c'est-à-dire finalement une sorte de focalisation de la relation au monde autour d'un objet et donc de cette relation à l'objet qui devient une forme d'emprise, et donc de cette centration de l'existence. Cette notion de rapport au monde était très importante aussi, elle l'est toujours, pour pouvoir y intégrer le rapport à l'extérieur, le rapport au contexte, c'est pas simplement ce qui se passe en soi. Et puis on l'a complété dernièrement, enfin dans la deuxième phase, la phase de laquelle on est issu maintenant, c'est-à-dire celle de l'approche expérientielle, pour dire ce qui manque dans cette définition médicale, notamment celle de Goodman. Je ne reviendrai pas dessus parce que je vais être trop long sinon, mais
cette définition très médicale de Goodman avec un certain nombre d'items qui permettent de définir, comme le DSM le fait traditionnellement, est-ce que c'est ça, est-ce qu'on peut faire un diagnostic d'addiction ou pas, mais pour dire que ce qui manque là-dedans, dans ces modèles médicaux, c'est la notion de subjectivité, et en particulier de subjectivité par rapport à la satisfaction. Est-ce que finalement ma conduite me fait souffrir, ou est-ce que cette conduite me permet d'aller mieux, voire de trouver un équilibre, voire même d'être bien, et donc d'être satisfait. Et je crois que l'addiction, véritablement addiction, c'est-à-dire qui devient pathologique lorsqu'elle est source de souffrance, eh bien c'est une addiction qui a perdu la satisfaction, ou la satisfaction n'existe plus pour l'individu, en sachant qu'il faudrait rajouter, parce que finalement ces définitions, même celles que je viens d'exprimer là, qu'on a travaillées, font un peu à l'abstraction, font un peu l'économie de la dimension sociale. Et il faudrait rajouter, oui, c'est la perte de la satisfaction, l'addiction, mais dans son contexte, dans le contexte de la personne, parce que c'est le niveau contexte, cette dimension du contexte qui va jouer principalement pour éclairer l'ensemble du système qui s'est instauré et qui là devient source de souffrance. Donc, pour finir, j'ai un peu de temps, quoi. Oui, peu de temps. Finalement, la question, donc, c'est de savoir où est le social. Où est le social là-dedans? Quelle place il a dans un modèle global? Certes, une place centrale, mais comment est-ce qu'on peut essayer de penser ce social, cette dimension sociale, dans la définition même de l'addiction? On voit qu'elle est, cette place, très peu existante, même plutôt rejetée par les modèles dont on dispose aujourd'hui. Je pense, pour résumer, parce que je peux dire un peu les tentatives qu'il y a pu y avoir, si quand même insister sur les travaux qu'en particulier Jean-Pierre a soutenu et aussi développé autour de la notion de société addictogène, qui en fait réunit toute une série de réflexions et de travaux faits par des sociologues, des philosophes. On parlait tout à l'heure de Bernard Stiegler, c'est le cas, et de bien d'autres, pour justement, je pensais aussi à Alain Damasio dans la dernière période, pour justement y intégrer cette dimension sociétale qui est à l'œuvre aujourd'hui dans la société, son modèle néolibéral et marchandisé dont je parlais tout à l'heure. C'est très important. Mais il n'en reste pas moins que nos petites voix, aujourd'hui, n'ont pas complètement modifié la donne, et que le décloisonnement des définitions et des approches, c'est pas encore tout à fait réalisé. On peut même dire qu'il y a plutôt par moments des mouvements inverses, et que finalement c'est extrêmement dommageable, parce que c'est finalement la porte ouverte à une forme de paresse de la pensée et de l'action politique, qui fait qu'on, comme on l'a entendu il n'y a pas longtemps de la bouche même d'un ministre de l'Intérieur et du chef de l'État, des propos qui montrent qu'en fait il y a toujours ces représentations à l'œuvre qui sont celles archaïques, celles du passé, et qui n'ont pas été reconstruites véritablement dans le fond commun, dans l'opinion et dans la tête des responsables politiques, pour comprendre de façon beaucoup plus actuelle et globale le phénomène. Voilà. Je vais finir cette partie-là en disant qu'il y a en fait deux choses. D'abord, pour dire que la dimension sociale, enfin, qu'il y a un lien essentiel. Essentiel, ça veut dire qu'il touche à l'essence même. Là, il s'agit de la santé comme de l'objet addiction. Il y a donc un lien essentiel entre la santé, l'addiction des êtres humains et celle des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Celle des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Quand on parle d'écosystèmes, et ça devient à la mode, donc j'ai un peu, comment dire, peur, ou quelques réserves à utiliser ce terme, mais
allons-y, parce que Oui. il est finalement très utile. Donc, ces écosystèmes dans lesquels on vit, c'est en particulier les écosystèmes relationnels entre nous, relationnels et communautaires. Et c'est cette qualité-là des écosystèmes qui est mise à mal aujourd'hui par des processus relationnels qui sont modifiés, notamment autour de la concurrence, autour de l'isolement, autour de l'individualisation à outrance, autour de la perte aussi des repères précédents qui permettent de le vivre ensemble, etc. Et la vitesse aussi à laquelle ces changements sont opérés, tout ça finalement blesse, modifie et blesse nos rapports sociaux. Et on pourrait faire une liste de choses qui interviennent là-dessus, qui sont des inégalités sociales, par exemple. Les inégalités sociales et économiques et sociales, on le sait, parce que là, il y a des recherches précises qui l'ont montré, sont un des facteurs, un des déterminants de santé très importants, et un des déterminants aussi du développement de problématiques de type addictif dans une communauté. C'est aussi la captation des savoirs, puisqu'il y a une forme aujourd'hui d'organisation de la généralisation, enfin de développement des savoirs qui aboutissent à une forme de captation par des élites, notamment des experts aussi, des élites et des groupes d'experts qui captent ces savoirs, qui en dépossèdent d'une certaine manière les autres. Je pourrais donner des exemples. Et captation de l'attention aussi par l'emprise de la technologie, ça c'est quelque chose de très important sur le plan aussi des écrans, la solitude sociale, les discriminations, c'est hyper important. C'est aussi le cas de la violence dans la société, et notamment la violence intrafamiliale. Je reviens souvent là-dessus parce que je pense que aujourd'hui c'est une des formes d'attaque du lien social qui est terrible, qui est profonde et qui déstructure et qui aboutit à des souffrances toute la vie. Voilà, c'est une énumération sans doute un peu à la Prévert, mais c'est pour dire tout l'intérêt qu'il y aurait à développer des recherches sociales autour de tout ça, des recherches de différentes sortes, notamment par exemple sur des inégalités. Mais je vais vous laisser la parole pour avoir un peu vos réactions, vos développements sur cette première partie. Donc c'est-à-dire finalement où est le social dans la définition des addictions. Alors, entre Arnaud et Sylvia, qui veut commencer à partager une première réaction, ou si vous avez besoin de 5 minutes pour vous concentrer, n'hésitez pas à le dire. Et qu'il y a 2-3 réactions sur le chat. Donc, mais sinon, Sylvia, j'avais l'impression que tu voulais te lancer. Non, moi je dois admettre que j'ai l'impression de ne pas avoir accès du tout au chat. Enfin, je sais pas, je me suis connectée sur 2 choses à la fois, je ne vous entendais pas au départ. Enfin, je suis désolée pour moi. Mais non, je veux bien laisser au contraire le premier mot à Arnaud. Moi, Alors, ok. Arnaud, à toi. Ouais, j'ai remis mon micro et il fonctionne là. C'est bien, parfait. Et juste, j'en profite pour le dire à Sylvia, comme on est sur un outil un peu particulier, peut-être qu'il n'y a que moi qui aurai accès au chat. Donc, t'affole pas si tu ne le vois pas. Et c'est moi qui relayerai les questions. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas ce qu'il faut faire. Du coup, par rapport à ce que vous avez dit, Alain, bon, il y a pas mal de choses qui m'ont interrogé, et aussi pas ce que vous avez dit, mais aussi par rapport à mon parcours. Et du coup, je pense que je vais parler de mon point de vue, qui est un point de vue d'usager et d'une personne qui a pas mal navigué dans des centres de soins ou qui a eu des problèmes d'addiction. Et du coup, moi, j'ai l'impression que quand même, ce qui est hyper important pour qu'il y ait quelque chose qui opère et pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne, c'est quand même que les gens, il faut leur permettre de pouvoir s'impliquer dans leurs soins et dans la façon dont on les soigne. Et c'est pas juste des grands mots et de dire que c'est pas juste les écouter ou prendre en compte leurs paroles, c'est les rendre en fait acteurs. Et donc à partir de ce moment-là, en tout cas pour moi, c'est là qu'il y a des choses qu'on pu bouger.
Par rapport à ça, je pense que notamment, ce qui est important, c'est que on arrive à les lieux de soins, les endroits où on soigne, que ce soit pas des lieux de passage comme des lieux de consommation ou des lieux où on ne fait que passer pour venir chercher des services, des lieux où en fait on arrive à la fois à s'imprégner du lieu et que le lieu en fait ait une empreinte sur nous. Alors je dis pas qu'il faut vivre dans les centres de soins et qu'il faut devenir que ça quoi. Bien au contraire, il faut réussir à aller au-delà de ça, mais qu'à un moment en fait quand on se sent impliqué à un endroit ou quand on sent qu'on a sa place à un endroit, là où il y avait une perte de lien avant à cause de l'addiction ou à cause des problèmes d'addiction. En fait, à partir de ce moment-là, c'est quand même assez déterminant. Et puis, on a l'impression de redevenir possesseur de son existence, possesseur de ce qui fait notre changement. Et donc, il y a aussi le fait que j'ai l'impression qu'il y a des soignants ou des personnes qui ont un peu peur comme ça que, en valorisant les savoirs expérientiels ou en faisant en sorte qu'on ait qu'on ait un peu plus de pouvoir. On demande en fait, par exemple, aux éducateurs de faire moins de taf ou de travailler moins avec eux. Ça veut absolument pas dire ça. Ça veut dire enfin, en tout cas, pour moi, ça veut dire que continuer de travailler avec eux. En fait, ils ont toujours une fonction, ces gens, quoi, bien évidemment. Et simplement que notre point de vue, il soit en fait beaucoup plus intégré aux soins. Et, euh, et souvent, ce que j'ai rencontré face à des médecins, c'est que le point de vue hyper rationnel, hyper scientifique du médecin euh, a un peu est beaucoup plus présent et c'est un peu ce point de vue-là qu'on doit écouter et que nous, un peu, on est des êtres déraisonnables ou irrationnels et que c'est compliqué d'intégrer notre parole à quelque chose qui serait l'ordre d'une vérité ou en tout cas, il y a parfois cette impression où on a l'impression qu'il faudrait qu'on se remette dans le droit chemin, quelque chose un peu comme ça. Voilà. Il y a quand même une question, moi, qui me travaille et que je vais laisser un peu ouverte comme ça, c'est est-ce que l'expérience, ça veut forcément dire expertise? Ou est-ce qu'il n'y a pas besoin, justement, de quelque chose qui se passe pour que l'expérience devienne l'expertise? Voilà. Merci. C'est effectivement c'est une des questions qu'il faudrait creuser, hein, le lien expérience-expertise et les pièges que peut avoir ensuite la position de l'expert, hein. Mais moi, avant de passer la parole à Sylvia, si elle le souhaite, je dirais que ce qui fait écho dans ce que tu dis, dans ce que vous dites à Arnaud, c'est cette idée de l'environnement et de comment un environnement peut être reconstructeur là où un environnement avait pu être problématique. Et effectivement, c'est pas la question de aller dans un lieu de soins pour se protéger euh, d'un méchant produit ou d'un, mais c'est être dans des environnements qui permettent de faire d'autres expériences. On revient à l'expérientiel et donc éventuellement de réactiver d'autres ressources en soi ou de retrouver, pour reprendre la question d'Alain, dans le social, d'autres alliances et d'autres points d'appui que l'on n'avait pas pu ressolliciter depuis longtemps. Je pense que une des choses pour moi qui est à préserver dans ce travail de coopération, c'est cette double dimension. L'environnement comme réactivant en moi des ressources et me disant, mais tiens, j'avais ça aussi à ma disposition, ou bien cet environnement me permettant d'aller nouer des alliances ou retrouver des points d'appui que je n'avais pas utilisés jusque-là. Mais là encore, on va essayer de faire tourner la parole. Donc, Sylvia, qu'est-ce que tu as envie de partager sur ce niveau-là? Dans la question de social dans la lutte contre les addictions, je pensais enfin, qu'on peut prendre le modèle biopsychosocial de deux manières différentes. On peut le prendre en considérant qu'on va faire une division du travail, une division des tâches, en assignant un spécialiste, un expert justement la question du biologique, un expert la question du psychologique et un expert la question du social. Et donc, je peux parler avec Romain Morel. Enfin, moi, il me semble très intéressant de poser une réflexion à un endroit
justement d'une altérisation des domaines respectifs plutôt que considérer que voilà, les sociologues ou certains, parce que ça serait leur domaine de prédilection, s'intéresseraient à, on va dire, l'environnement social qui favorise ou permet, favorise les addictions et permet de soins à leur apporter. Mais je trouve ça assez intriguant. Enfin, vous disiez tout à l'heure écosystème, moi à la mode. Je voudrais peut-être vous parler avec un point Arnaud, est-ce que tu peux couper ton micro pendant que Sylvia parle, Arnaud? Voilà, merci. Vas-y. Sur comment l'entraide, est-ce que ce serait un acquis donc de l'individuation groupale qui serait, par exemple, on le voit beaucoup dans plein de livres, visibles aussi bien chez les animaux que chez les arbres, donc c'est dans le du groupe, qu'on aurait pour ainsi dire perdu, une forme de néo-rousseauisme, quoi. Et par contre, de penser que ce serait une innovation anhistorique de tous les collectifs, groupes, humains ou animaux, qui demandent simplement à être entretenus pour exister. Et c'est pour ça que ce mot de coopération ou d'autres mots qui traînent parfois dans son sillage, donc collaboration, participation, pérédance, c'est pas du tout les mêmes. Qu'il faut justement travailler à cette boîte à outils pour pouvoir les distinguer. Mais en tout cas, ça m'interroge sur ce besoin contemporain de transformer la compréhension anthropologique des fondements de la relation humaine, qui, à mon sens, jusqu'à présent, reposait sur une vision, on va dire, à la Hobbes du monde, libéral, individualiste. C'est-à-dire, ça veut dire clairement, la grande phrase de Hobbes, c'est l'homme est un loup pour l'homme, et donc chacun pour soi, a une vision, voilà, cette transformation contemporaine, à mon avis, qu'on est en train de vivre, d'une vision de Hobbes, à une vision rousseauiste ou néo-humaniste, où il faut bien partir du fait que non, l'entraide, au contraire, un mode relationnel duquel on partirait pour commencer des choses. Et je pense que c'est intéressant au niveau des travailleurs du soin, donc de se dire de quelle vision du monde, de quelle vision des relations humaines, de quelle vision du social on part pour travailler. Parce qu'il faut bien partir de quelque part, et à choisir, je crois que pour travailler dans le soin, il vaut mieux croire qu'un être humain peut aider un autre être, que croire que nous sommes nus uniquement par notre intérêt personnel. Mais pour nous, il me semble intéressant de l'historiciser, de voir que cette vision même ne va pas de soi, et donc de considérer que l'entraide est au contraire au fondement de l'action humaine comme justement comme acquis précaire. Moi, j'aimerais bien insister là-dessus, c'est-à-dire que comme il y a une précarité de la relation de l'individu à lui, il y a aussi une précarité du lien, une précarité du travail qu'on peut effectuer sur le lien. Et ça, je pense que c'est parfois ce qui est le plus difficile à travailler, à entendre de la part des travailleurs sociaux, des travailleurs sociales, parce que, enfin voilà, c'est cette chose-là. Parce que toute pensée a priori génère, on le sait bien, par la suite son lot de conséquences logiques, produit ses effets de sens et n'est pas, je discutais aussi avec Arnaud, forcément performative, dans le sens où justement l'efficacité performative du langage ou des mots qu'on emploie, elle a des effets indirects, mais elle n'a pas des effets directs où le réel serait transformé du jour au lendemain. Et je trouve ça intéressant qu'on est déjà amené, enfin justement le fait que la question que ça pose finalement, c'est la question de l'individuation groupale, quoi. Comment on crée du collectif, comment on crée des conditions et des mécanismes pour qu'il y ait une réelle thérapeutique au sein d'un groupe. Et parce que le collectif, on sait bien que c'est ce qu'il y a parfois de plus soignant, au sens d'une fonction thérapeutique qui pourrait être partagée, comme on dit en psychothérapie institutionnelle. Mais, et c'est intéressant qu'on parlait de Schiller tout à l'heure, à mon avis, le collectif, ça marche. Et ça peut être soignant parce que précisément, c'est un pharmacone. Ça peut se révéler aussi le plus grand des dangers, notamment lorsqu'il tourne à une tendance paranoïaque, sectaire, homogénéisante, etc. Et il y a un des moments où on le sent, ce basculement vers la dimension de toxicité du collectif, à mon sens, pour ce que j'étudie des groupes et de ce que j'en des retours que me font cette expérience d'anthropologie de terrain, c'est ce moment où un nous, quel qu'il soit, devient institué. C'est le moment où il y a du nous et du vous, et donc ça peut être du nous les soignants, vous les soignez, ou nous les bons patients, eux les mauvais, nous les sains, eux les fous et les malades, et ça se joue en fait à chaque instant en tout groupe, quel qu'il soit. Mais paradoxalement,
cette même dynamique justement de division du nous et du vous, parfois ça reste une dynamique constituante. Je pense notamment au cas des narcotiques anonymes, dont on parle régulièrement avec Anna aussi. Mais pourquoi alors ça serait intéressant de développer sur ce point. Pour les narcotiques anonymes, il faut apprendre à se séparer de ses anciennes fréquentations, faire partie d'une nouvelle communauté, une nouvelle fraternité. Alors pourquoi chez NA, on peut en rester à un stade, on va dire, constituant ou instituant? Ça, c'est le sociologue René Loureau qui opposait la dynamique instituante à la fixation de l'institué. Et alors je tente une hypothèse là avec vous, mais à mon avis, c'est parce qu'à tout moment, on sait qu'individuellement, on peut sauter, on peut sortir du groupe, on peut échouer. Et c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, la dynamique instituante ne cesse d'être remise en question par le fait que chacun n'est jamais acquis définitivement à la cause DNA et que le groupe a fait de la faillibilité de chacun la raison d'être de l'existence. Et puis l'entrée de la coopération naît précisément de cette réflexivité qu'à deux, on est moins faillible qu'à un et qu'à trois. Donc, bon, la seule réflexion qui me vient là, c'est sociale. Merci Sylvia. Alors c'est intéressant parce que là vous êtes en train de défricher ma troisième partie sur les NA justement, enfin sur les AA, sur les fraternités et sur la question de la coopération. Donc je pense que ce que vous soulevez est vraiment central et on va y revenir si vous voulez bien parce que sur la mission du groupe et sur la notion de qu'est-ce qui peut faire lien et qu'est-ce qui peut faire soin et qu'est-ce qui peut ne pas faire soin et qu'est-ce qui peut aussi faire danger pour l'autre. Le groupe en soi n'est pas la solution. Mais ce que je voulais dire, peut-être avant de passer à cette partie-là, je vais sans doute faire un passe sur la deuxième, mais que j'avais prévu. Mais c'est sur la fin de la première. C'est-à-dire, ma question, c'était comment est-ce qu'on peut intégrer le social dans une définition de l'addiction. C'est pas une définition pour faire de la théorie, pour avoir du plaisir de faire des mots. C'est parce que ça donne une représentation de l'objet, encore une fois, addiction. Et sans cette représentation, si elle n'est pas partagée, donc sans une représentation partagée, on peut pas agir ensemble, on peut pas faire écosystème, on peut pas. Il y a des choses qui se fragmentent et qui même se télescopent et s'opposent. Alors pour aboutir à ça, c'est-à-dire cette vision intégrative, cette perspective intégrative, eh bien c'est pas si impossible que ça. Mais ça passe par quelque chose qu'on n'a jamais véritablement expérimenté, sauf peut-être dans notre travail sur le langage commun, justement, c'est de sortir du débat d'experts, c'est un peu ce que je vous disais, je pense, pour restituer aux acteurs dans leur diversité, et pour restituer à l'intelligence collective, donc à ce collectif-là, et au débat citoyen, ces questions. Une définition théorique et pratique de l'addiction ne peut comporter une dimension sociale que si elle est sociale, c'est-à-dire que si elle est collectivisée, que si elle est co-construite, que si elle est inclusive, dans sa méthode même d'élaboration. Donc je pense que ça concerne en particulier la méthode où se trouve, qui permettent aux usagers d'être au cœur de cet effet, puisqu'ils sont finalement au cœur de cette histoire. Comment est-ce qu'on peut finalement construire une définition de l'addiction, ça va être aussi une définition de ce qui en découle, sans des usagers au cœur de cette définition-là. Parce que les usagers sont aujourd'hui, c'est là où il y a une cassure et où ça ne peut pas faire groupe, sauf entre usagers, ça ne peut pas faire communauté, sauf entre pairs usagers. C'est que l'usager est considéré comme un comportement d'usage, c'est même pas une personne. L'usager est oublié. Combien de fois il est affublé de préjugés, mis sous pression, ramené à sa responsabilité individuelle, à sa culpabilité, quand il n'est pas réduit à sa biologie cérébrale, je le disais tout à l'heure, à ses vulnérabilités ou rangé parmi les personnalités antisociales. Il faut savoir que l'avant-dernier DSM-4 décrivait la personnalité antisociale comme la personnalité type
de la personne addicte. Donc tout ça, c'est totalement important de le déconstruire pour pouvoir y intégrer quelque chose qui est la capacité démontrée, notamment par des recherches comme celle de Sobel aux États-Unis ou de Klingemann en Suisse, qu'on connaît assez bien, on a travaillé avec lui, sur les sorties des toxicomanies, qui montrent que la plupart des personnes s'en sortent par elles-mêmes. La plupart des usagers, donc, s'en sortent par leur propre pouvoir d'agir et de changer. Ce qui est une nouvelle faramineusement importante, qui est la démonstration concrète que le pouvoir d'agir, ça existe, et que c'est utile, et que ça fonctionne. Et tant qu'on n'aura pas fait avancer une définition justement à ce type d'une pratique sociale, une pratique sociale qui est à la fois, qui s'adapte à la fois aux conditions extérieures, mais qui donc contexte dans lequel on vit, mais aussi qui intègre, qui d'une certaine manière inclut, s'approprie un certain nombre de champs symboliques et représentationnels pour pouvoir avoir une pratique qui a du sens. Tant qu'on n'aura pas inclus ça, le sens précisément de ces pratiques-là, je pense qu'on ne pourra pas avoir une vision, donc une définition satisfaisante de l'objet. Ça demande une méthodologie particulière, et je pense que c'est bien ce qui est intéressant dans ce qu'on fait là aujourd'hui en plus, avec des experts, avec des praticiens, avec, et avec des usagers, de pouvoir repenser tout ça ensemble. Voilà. Et je pense que la page est ouverte, mais que c'est très important de pouvoir l'écrire ensemble, cette page blanche là, qui s'ouvre un peu blanche, mais en tout cas qui est relativement vierge. Et puis je voulais continuer parce que alors là on va s'introduire, je vais passer sur la deuxième partie qui était celle un peu historique. J'aurais juste moi, par rapport à ce que disait Sylvia, je ne sais pas comment on peut tout à fait l'attraper, c'est-à-dire qu'effectivement la dimension groupale, elle peut être aussi un lieu d'absorption et de perdition. Enfin, on sait, il y a historiquement toujours un certain nombre de travaux sur les risques sectaires et les liens entre l'addiction et les sectes. Et il y a eu éternellement un certain nombre de gourous qui ont fait leur carrière en venant récupérer la dimension groupale thérapeutique, hein, en lui mettant un chapeau un petit peu entre guillemets thérapeutique pour faire croître et faire fonctionner leur petite entreprise sectaire. Alors après c'est tout ce qui pour moi a été intéressant avec le travail d'approche expérientielle et les modèles un peu croisés qui s'en sont dégagés. Là, sur le chat, il y a eu des réactions de collègues, par exemple, de psychoactifs et des forums d'autosupport. C'est aussi comment ce groupe peut à la fois avoir ces fonctions groupales de confrontation, d'environnements différents, d'interpellation autour de mon expérience, ton expérience et comment on fait commun, et comment cette dimension groupale peut garder le respect de la liberté individuelle de la personne, le fait qu'elle peut dire stop, le fait qu'elle peut se retirer du groupe à un moment pour y revenir, et c'est là qu'il y a tout un travail de construction de ce que peuvent être ces outils de l'approche expérientielle, qui sont tout aussi importants à creuser que telle ou telle approche médicamenteuse, mais voilà, qui fonctionne sur d'autres logiques. Et c'est vrai que c'est un questionnement qu'il faut probablement pousser, affiner, parce que je me souviens quand on avait travaillé, quand on avait réuni les groupes
au niveau de la Mildeka de l'époque pour réouvrir les communautés thérapeutiques qui étaient des lieux très discutés, y compris avec mon voisin. On avait eu un certain nombre de discussions parce qu'on n'est pas toujours complètement d'accord voilà, là-dessus, sur le rôle de la confrontation dans le groupe, sur jusqu'où le groupe de communauté thérapeutique devait être un groupe, voilà, sur la place ou pas des professionnels pour accompagner ce déploiement du groupe. Donc il y a à l'évidence un certain nombre d'outils à continuer. Et pour reprendre ton interpellation de l'homme est un loup pour l'homme ou la vision rousseauiste, il y avait eu des échanges de cet ordre-là en disant mais qu'est-ce que vous êtes naïf si vous croyez que le groupe sera spontanément bon pour les personnes, vous allez voir comment le groupe peut se transformer et en même temps on aura, enfin je pense que c'est la partie que va attaquer Alain, on a vu tout l'intérêt quand même d'aller vers ces approches-là et de dépathologiser, alors non pas, encore une fois, pour enlever la dimension psychopathologique quand elle est nécessaire, mais de dépathologiser la partie addictive et de revenir à ce qui a été là au moment où elle s'est nouée, c'est-à-dire que voilà, quand elle est venue répondre à une perception d'un lien à son environnement qui n'était pas celui que l'on pensait. Voilà. Donc on ne peut pas plus pousser ça, en tout cas peut-être pour respecter l'horaire, mais je crois que oui, il y a un vrai questionnement à poursuivre et sur ce que c'est que le groupe et comment le groupe fonctionne. Alors je rappellerai juste, parce que tu le disais Sylvia indirectement, et Alain l'avait dit, qu'à l'époque on était dans une approche où la dimension collective en France n'était quasiment pas poussée, c'est-à-dire que les seuls moments où il y avait du collectif, c'était un peu autour d'activités, mais la partie thérapie était renvoyée, ou psychothérapie était renvoyée quasiment à quelques exceptions près qui hurlent chaque fois que je dis ça, parce que c'est les 2-3 qui le faisaient, qui disent « oui, mais nous on le faisait depuis le début », mais oui, vous le faisiez, mais justement, vous étiez pratiquement les seuls à le faire. La posture majoritaire, c'est l'individu que l'on va soigner, et l'environnement est juste là pour permettre de soigner l'individu. Mais le groupe n'était pas là vraiment comme outil, et les dimensions sociales n'étaient pas là comme outil. Moi, je me souviens, c'est le travail de... Comment il s'appelait cet anthropologue, sociologue sur les sorties à l'époque de Robert Castel, qui avait montré pour la première fois que les usagers, quand ils viennent pas voir les soignants, ils construisent leur parcours de sortie eux-mêmes, en nouant encore une fois ces alliances diverses, en changeant leur mode d'alliance et en stimulant des capacités qu'ils avaient en eux, mais qu'ils n'avaient pas jusque-là pu solliciter. Et c'est important pour moi de le rappeler parce que ça a été vraiment un changement, un appel à changer un peu notre façon de réfléchir. Et plutôt que se dire c'est moi soignant, alors il y a eu beaucoup de remarques là-dessus de collègues sur le chat, c'est moi soignant qui suis l'expert et qui vais te dire, de commencer à prendre cette posture qui est au cœur de la posture d'accompagnement, qui est comment je peux me placer à côté de toi et avec mes savoirs soignants, venir interagir avec tes savoirs profanes et tes savoirs d'usager pour que quelque chose qui sera ta trajectoire à toi se construise. Voilà. Et ça, c'est un point dont on aura peut-être l'occasion de débattre. Je profite de ce que tu viens de dire parce que pour lancer un peu ma réflexion que je voulais vous soumettre autour de la coopération, justement, en commençant par les groupes d'entraide. Ce qui est assez extraordinaire quand même, et c'est pas un hasard si on y vient à nouveau à ces questions de groupes d'entraide, c'est que le champ des addictions est celui où il y a eu le plus de groupes d'entraide. Et il y a le plus de groupes d'entraide. Historiquement, l'exemple le plus significatif, évidemment, c'est celui des fraternités, comme on dit, c'est-à-dire des alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, outre-dangeurs anonymes, etc. Tous ces groupes-là. Et il faut quand même avoir conscience que
qu'il y a des millions et des millions de personnes de par le monde qui ont trouvé dans ces communautés d'usagers, parce que c'est des communautés d'usagers, des ressources pour aller mieux, pour sortir de leur souffrance, pour se reconstruire, pour psychologiquement et pour recréer du lien social aussi. Et comme tu le citais tout à l'heure, les rares études qu'on a sur les sorties des toxicomanies entre guillemets en France, elles ont été en particulier celles donc, de Robert Castel en 89, 90, et elles montraient que ces fraternités, ces groupes d'entraide, mais en particulier les fraternités Anonymous, sont un des éléments les plus fréquemment retrouvés dans les parcours de ceux qui sortent du champ de la maladie, du mal-être, de la souffrance, etc. Et on peut ajouter aussi peut-être, s'il y en a certains de nos collègues de Sud, ils comprendront, on peut rajouter aussi que puisqu'on travaille beaucoup avec l'association d'auto-support des usagers de drogue depuis quelque temps, un bon nombre des administrateurs, des membres actifs, pas tous, mais un bon nombre, sont issus de narcotiques anonymes et ont vécu ça aussi. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que ça veut dire que, c'est ce que disait Jean-Maxence Granier, le président d'Assud il n'y a pas très longtemps, disait effectivement le problème rencontré avec les groupes Anonymous, c'est qu'ils ont raté le moment où s'est développée la réduction des risques et la compréhension de la réduction des risques, et donc ils n'ont pas été capables jusqu'à présent d'intégrer cette dimension-là d'un accompagnement des personnes au-delà ou en deçà de la question de la seule abstinence. Mais je pense que cette constante-là des fraternités sans doute la plus constante de ces constantes, la plus ancienne aussi, la plus insensible au changement de contexte idéologique qui ont marqué les traitements des addictions, montre l'efficacité de ce système groupal sur lequel il faut réfléchir, il faut revenir. Je crois qu'au-delà des critiques qu'on peut faire, qui sont légitimes, sur l'idéologie religieuse, de repentance, le dogme de l'addiction maladie, de son incapacité à accepter, à promouvoir la réduction des risques, je le disais, il est vraiment intéressant de se pencher sur les bases, les fondements qui expliquent la constance et la pertinence de cette forme d'aide et de soins. Alors, essayons de voir un peu, c'est ce que commençait à dire Sylvia tout à l'heure, essayons de voir un peu qu'est-ce qui est au cœur de cette réussite, entre guillemets, de ce qui fonctionne dans ces groupes, ou de ce qui a fonctionné, mais qui fonctionne toujours. D'abord, ce qu'il faut comprendre, enfin, il ne faut pas oublier qu'à l'origine même des fraternités, il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre des personnes, entre Bill et Bob, et un médecin. Un courtier en assurance, Bill, et puis Bob, un médecin alcoolique, et puis un autre médecin, le docteur Silkworth, qui a lui apporté plus la structuration en théorie du programme des 12 étapes, etc. Tout ça s'est passé dans les années 30, dans une période, je passe aux États-Unis, où la culture est telle qu'on peut comprendre aussi les penchants de ces groupes vers tout de suite l'examen de conscience en public comme une forme de règle, etc. Loin des visions sans doute républicaines et laïques françaises, on l'a dit à d'autres moments. Mais si j'ai le temps, je voudrais citer un livre qui a été sorti, alors je ne connais pas celui c'est Faro qui a écrit aussi là-dessus, oui. Mais là c'est celui d'un collègue qui s'appelle Pascal Coulon, qui est à la fois intervenant dans une structure qui s'appelle l'Adage à Paris et qui est à la fois philosophe, et qui a fait un travail donc là-dessus dans la fin des années 2009 exactement, a sorti un bouquin qui s'appelle Les groupes d'entraide, une thérapie contemporaine, où au passage d'ailleurs il m'épingle personnellement pour avoir rien dit sur les groupes d'entraide dans le bouquin qu'on avait sorti en 2003 qui s'appelait Soigner les toxicomanes.
j'avoue. Je reconnais, c'est intéressant de voir qu'il y avait ce point aveugle à l'époque, c'est sans doute pas pour rien, et que là aujourd'hui on revient vers quelque chose, et on se retrouve. Mais voilà, je voudrais surtout citer un philosophe que cite Pascal Coulon dans cet ouvrage, où il dit effectivement les groupes, les fraternités, donc Anonymous, n'ont pas forcément été tournés et se sont même gardés de se tourner vers une position de plaidoyer social contre, par exemple, la stigmatisation des usagers, contre ceci, etc. Il y a très peu de discours social, très peu de discours politique, même pas du tout, qui émergent de ces groupes. Et donc ce philosophe, Bork Jacobsen, a dit ça dans un colloque sur les psychothérapies à l'épreuve de ses usagers, c'est intéressant, en 2006. Il dit on s'accorde généralement pour faire commencer l'histoire des associations de patients en 1935, c'est vrai que c'est le début avec la naissance aux États-Unis des alcooliques anonymes. Or, les alcooliques anonymes, avant de fournir le modèle d'innombrables groupes de soutien de 12 Steps Programs, se sont d'abord caractérisés par leur refus de l'approche individualisante et culpabilisante qui leur était appliquée par les professionnels de la santé à l'époque, comme d'ailleurs en grande partie encore aujourd'hui. En ce sens, la caractéristique première des collectifs de patients n'est pas tant l'assistance mutuelle que se portent leurs membres, que la revendication d'une expertise de la maladie différente de celle des experts et pourtant tout aussi essentielle, sinon plus essentielle encore que celle-ci. Et je crois que c'est un élément important qui est en train de se vivre à travers tous les groupes autour du rétablissement, notamment dans la santé mentale et aussi dans les addictions aujourd'hui. C'est quelque chose de nouveau pour nous et qui est à la fois enthousiasmant, et qui nous porte vers le développement de cette relation de coopération avec les usagers et d'un travail véritablement, d'une production commune avec les usagers, et de voir donc voilà, cette histoire des fraternités nous permet d'éclairer un peu ça et ces manques d'aujourd'hui. C'est pour ça sans doute que je me sens aujourd'hui beaucoup plus à l'aise pour pouvoir me retourner et puis comment dire, crédible pour pouvoir parler avec ces collègues, ces personnes qui animent ces groupes comme Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes. Voilà, parce qu'aussi on a fait tout ce parcours-là. Voilà, mais je finis là-dessus, enfin je vais finir avec une autre citation d'un autre bouquin et puis on en discutera, mais je parlais de la rencontre entre personnes, parce qu'elle a été clé, et ces trois personnes dont j'ai cité tout à l'heure, à travers à la fois un récit, son interprétation, sa résonance et son partage entre deux personnes et vivant la même difficulté avec l'alcool, et un troisième qui finalement était un professionnel, mais un professionnel très atypique, qui a d'ailleurs eu beaucoup de problèmes dans sa carrière à cause de ses engagements auprès de Bill et Bob, et qui a produit quelque chose d'assez extraordinaire. Et aussi parce que c'est une rencontre non seulement entre personnes, mais c'est aussi une rencontre avec la culture et l'idéologie nord-américaine, j'en parlais tout à l'heure, mais qui institue Dieu comme finalement une figure, quelque chose qui transcende les difficultés de la vie et qui donc doit être énoncé pour pouvoir tirer les convictions et l'énergie commune au-delà de ses propres problèmes. Mais je pense que c'est surtout le lien communautaire. Alors, on reprendra peut-être avec Sylvia cette notion de communauté, qu'est-ce qui fait communauté, mais c'est le lien communautaire qui va primer de plus en plus dans cette histoire. Et un lien coopératif, comme je le disais l'autre jour dans un précédent débat, la différence entre communautaire et coopératif, c'est que le coopératif veut dire faire ensemble. Communautaire, on peut se retrouver dans une communauté parce qu'on est la même chose,
commune identité ou une commune problématique. Mais le lien coopératif, même s'il n'a jamais été revendiqué par les fraternités, c'est bien ce qui a produit l'entraide, c'est-à-dire ce partage, cette volonté aussi d'avoir un lien d'entraide, qui passe par un certain nombre de conditions, de possibilités, un certain nombre de garanties qui lui permettent de se développer. Tu en as cité un certain nombre, c'est vrai, pas de gourou, c'est pas de gourou, donc pas de hiérarchie, l'anonymat comme élément essentiel pour finalement n'avoir de la personne que ce qui fait lien avec les autres, c'est-à-dire son problème d'alcool ou de drogue. Et que finalement, pour le reste, chacun est égal. Pour moi, ça me faisait penser aussi à notre réflexion, pardonnez-moi, c'est un peu lointain, mais c'est pourquoi la religion chrétienne s'est-elle imposée à Rome au début de notre ère? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que jusqu'à l'empereur, finalement, la société romaine de l'époque, très anti-chrétienne au départ, adopte ça? C'est parce qu'il y a eu des communautés et que, contrairement à la société extérieure qui était celle de Rome à l'époque, il n'y avait pas de hiérarchie, il y avait une égalité parfaite, quel que soit le rang de la personne qui venait dans ces communautés chrétiennes. C'est une des données qui a fait la réussite de la force, la puissance de la chrétienté à son début, et en particulier dans un milieu hostile, qui était celui de la Rome de l'époque. Et on va retrouver ça, cette notion de milieu hostile, et cette notion d'égalité, dans les groupes d'entraide. C'est des choses tout à fait, des conditions nécessaires, et je reviendrai brièvement tout à l'heure là-dessus. Donc, ce qui est l'élément constitutif de la fraternité, c'est d'abord donc la vulnérabilité commune, la dépendance, c'est l'égalité face à cette faille, mais il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas d'anonymat, il y a l'anonymat, pardon, qui empêche pas de gourou, et puis pas de circulation d'argent, donc pas de dérive. C'est extraordinaire, c'est pratiquement un seul groupe qui en près d'un siècle n'a pas eu de dérive sectaire. Bon, ce qui m'intéresse à ce stade de la réflexion, c'est d'éclairer notre démarche qu'on essaie de centrer sur la notion de coopération, donc faire ensemble au regard des enseignements de cette histoire, celle des groupes d'entraide, là j'ai pris l'exemple de fraternité, mais il y en a d'autres, et des travaux contemporains, en fait, qui sont bien plus nombreux qu'on ne pense, sur la notion même de coopération. D'où ça sort? Est-ce que finalement c'était éteint et ça se rallume? Est-ce que c'est à référer, je ne suis pas sûr, qu'à un modèle et une pensée rousseauiste? Non, il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées tout au long du 19e et même du 20e siècle en termes de coopération, de coopératives, de communautés visant la coopération, qui sont tout à fait autre chose enfin, assez loin, assez distante du rousseauisme. À ce titre, bon, moi je suis vraiment passionné par le bouquin, je l'ai dit déjà à certains d'entre vous, ce bouquin de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui fait un point assez approfondi, même assez extraordinaire et étonnant, sur tous les travaux, qu'ils soient de biologistes, d'agronomes, sur tout ce qui dans le vivant aujourd'hui montre que la coopération c'est l'autre loi de la jungle, et que finalement l'homme n'est pas tant un loup pour l'homme, mais bien autre chose principalement, et que cette histoire de la loi de la jungle, qui serait la loi de la compétition comme celle de la sélection, la seule qui permette aux vivants de survivre, est totalement en fait à contresens par rapport à ce qui se passe réellement, et que les organisations qui survivent, les systèmes qui perdurent, sont ceux qui sont basés avant tout sur la coopération. Et je pense intéressant de citer
comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec Sylvia, mais de citer quelques grands principes de l'entraide qui ressortent de cet ouvrage, qui font réfléchir, Notamment, ces grands principes, c'est d'abord que l'entraide repose sur la réciprocité. Réciprocité directe ou indirecte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des aspects complexes. En lisant ça, j'ai pensé à une conversation que j'ai eue il y a quelques jours avec un ami médecin qui est en soins palliatifs, Claude Magnin, et qui me disait qu'il avait été frappé, c'est un médecin, il est à l'hôpital, enfin dans un service de soins palliatifs, où il ressent justement ce côté coopératif, entraide permanente, etc. Et tout en me disant, mais pourquoi il faut arriver au seuil de sa disparition, de sa mort, pour vivre des choses comme ça à l'hôpital, enfin, dans un service de soins. Finalement, est-ce que c'est pas la base même que devrait développer le service de soins? Et il me donnait cet exemple en me disant, j'ai été frappé l'autre jour parce que il y a une infirmière qui est rentrée dans ma chambre en tapant, etc. Puis elle s'est assise sur le lit, sur mon lit. C'est pas d'habituel, ça. Habituellement, l'infirmière prend distance et se reste debout, etc. Elle s'est assise sur son lit et puis elle lui a dit vous avez déjà pris pas mal de traitements. D'après vous, quels sont les traitements qui vous ont servi à quelque chose, ceux qui vous ont moins servi ou qui ne vous ont pas servi du tout, etc. Et il a été extrêmement touché par cette réflexion, par cette question. Ça paraît con, complètement, enfin, c'est quasiment élémentaire, mais c'est extrêmement touché parce qu'il y avait un retour sur son expérience, ce qu'il vivait, non là, pas en tant que médecin, mais en tant que patient, et avec la recherche d'une vision commune de ce qui pouvait aider au mieux. Et je trouve que c'est assez illustratif de cette question de la réciprocité, c'est-à-dire du don. Quand on veut rentrer dans une relation de coopération, il faut commencer par ça, c'est-à-dire donner, faire un don, dans l'implication et dans, comment dire, l'accueil de la personne elle-même et de ce qu'elle est. Et je pense que c'est un élément essentiel qui peut déterminer, qui peut rendre possible la réciprocité. S'il n'y a pas le don et le contre-don, donc s'il n'y a pas le don, et notamment du côté des soignants en la matière, donc si on parle d'institutions de soins, il peut difficilement y avoir de réciprocité, donc de relations de coopération entre un patient et un soignant. Ce que dit aussi Pablo Servigne, c'est l'entraide est partout depuis la nuit des temps, de manière bien plus claire que nous l'imaginions au départ de leur recherche. L'entraide acquiert sa puissance en milieu hostile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on est en but à quelque chose, et notamment un environnement difficile, complexe, stigmatisant, comme l'est le milieu par rapport aux addictions, et notamment par rapport aux toxicomanies. Il en découle un avantage compétitif, elle permet de mieux survivre aux menaces. L'entraide est une force puissante, mais fragile et parfois dangereuse. Donc voilà, on arrive aussi aux limites du groupe qui apparaît dans des conditions bien précises et ce danger, et qui disparaît ou devient toxique, là c'est le danger, pathologie, fermeture, lorsque les conditions ne sont plus réunies. L'entraide est la principale source d'innovation du vivant. Je pense que, enfin moi personnellement, je serais tenté de dire que c'est ce que je vis dans la fin de ma carrière, là, ces années qui viennent de s'écouler et que je vis en ce moment, combien c'est que le sentiment de créativité, d'innovation que je perçois est complètement lié à ces relations avec les usagers que je n'avais pas auparavant, parce que j'avais des relations plus classiques. Voilà. Et finalement, alors, il y a aussi toute la question de la place de la compétition
et certains parlent d'ailleurs de compétition, j'aime pas, mais probablement que la compétition, bien sûr, elle a une place dans ce cadre-là, c'est-à-dire ce cadre est déterminé par celui de la coopération avant tout, et non pas à l'inverse, comme c'est pratiquement toujours le cas. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'était pour vous dire de façon très ouverte, travaillons ensemble sur la définition de ces principes, de ces caractéristiques, de ces conditions de possibilité pour que l'on soit vraiment dans quelque chose qui soit de l'ordre de cette coopération, que je crois est une condition nécessaire pour pouvoir changer et refonder les soins en la matière. Alors, après ces pistes foisonnantes et en même temps très, pour moi en tout cas très convergentes que nous a proposé Alain Morel, qui se lance? Est-ce que cette fois c'est toi, Sylvia, qui se lance en premier et Arnaud qui rebondit après? Ou comment vous... Voilà, Sylvia, tu avais évoqué cette histoire de communauté, de ce qui... Là, et Alain... Typologie de communauté. Et Alain t'avait interpellé là-dessus. Qu'est-ce qui fait communauté? Qu'est-ce qui caractériserait la communauté? Et je trouve que c'était au départ du raisonnement d'Alain, ça peut être quelque chose d'important. Mais si tu ne souhaites pas ouvrir, on peut procéder autrement. Voilà. Si, non, tout à fait, je peux rebondir là-dessus. Sylvia, il y a des personnes qui ont des connexions de moyenne qualité, donc il faut qu'on essaye de parler tous autant qu'on est, le plus lentement possible. Voilà, c'est un peu... voilà. Globalement, c'est bon, mais il y a quelques personnes qui ont fait remonter les remarques, donc ça fait aussi partie du rôle de l'animateur de faire remonter ces remarques. On t'en veut pas, Jean-Pierre, c'est bon. Voilà, à toi, Sylvia, à vous, pardon. Début de parole. Je dirais que la typologie que j'établis, mais j'établis à la suite de travaux justement autour plutôt de son analyse ou de l'analyse institutionnelle, dire on fait collectif pour moi de trois manières différentes. On fait collectif autour d'un objet, on fait collectif autour d'un lieu, ou on fait collectif autour d'une problématique ou d'une relation. Donc, je pense que dans le cadre des addictions, on peut comprendre très vite qu'est-ce que ça veut dire faire communauté autour d'un objet et faire communauté autour d'un lieu. Et en tant que soignant, on peut tout à fait comprendre ça veut dire quoi faire communauté autour d'une problématique qui serait par exemple le fait de soigner des personnes addictes, ou de travailler autour d'un lieu qui serait une institution. Ce qui me marque, c'est que justement, cette question toujours du pharmacone, des choses comme remède et comme poison, et le collectif comme remède et comme poison, je rebondirais sur la dernière phrase de Servigne qu'a cité Alain. L'entraide devient toxique lorsque les conditions ne sont plus réunies. Je crois que c'est ça. Elle disparaît ou devient toxique lorsque les conditions ne sont plus réunies. Et moi, je trouve ça hyper marquant à titre personnel, parce que pour moi, ce qui semble évident, c'est qu'on pourrait dire la même chose de la dépendance. La dépendance disparaît ou devient toxique lorsque les conditions biopsychosociales ne sont plus réunies. Et donc, à mon sens, l'entraide n'est pas l'envers de la dépendance, mais elle constitue exactement comme elle un pharmacone, une remède des poisons, de ce que le contexte biopsychosocial fournit au quotidien comme un individu. Et donc, du coup, par rapport à ma typologie, je pense qu'on pourrait dire que si la dépendance caractérise un mode relationnel pharmacologique de l'individu au groupe, c'est-à-dire que du coup, effectivement, on est tous dans des relations de dépendance par rapport à des groupes divers et variés dans nos vies. Et donc, la dépendance, c'est un mode relationnel qu'on a et qui peut être remède et poison. L'entraide, ça porte plus globalement sur le statut relationnel lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait parler de relation pharmacologique? Est-ce qu'on peut réfléchir à cette pensée-là? Non pas, l'entraide, elle caractérise pas une communauté abstraite ou idéale, elle caractérise pas le rapport que j'ai à quelqu'un immédiatement, évidemment. Enfin, un soignant n'est pas immédiatement dans l'entraide à l'égard de quelqu'un, mais ça porte sur la relation elle-même et comment ça veut dire quoi développer des relations pharmacologiques plutôt que des relations de pouvoir, des relations de dépendance, des relations. Mais c'est une relation de dépendance aussi.
d'interdépendance. Mais du coup, je me demande dans quelle mesure la coopération et l'entraide, c'est donc une pratique qui est aussi à penser à partir d'un travail du collectif sur l'individu, ou du collectif sur chaque soin individuel, quoi. Et à mon avis, le décloisonnement réel entre soignants et soignés est à penser à partir de ça. C'est-à-dire en quoi, en tant que soignant, on n'est pas soi-même faillible et on n'est pas soi-même dépendant dans un système, dans une société qui nous pousse toujours plus à réaliser des demandes impossibles, qui produit de la double contrainte à tous les instants de nos vies, qui est particulièrement addictogène aussi pour les soignants. Voilà, à quel endroit on a besoin de coopérer avec un autre que soi, et on est dépendant d'un autre que soi, se faire, pas juste pour accumuler du savoir, mais vraiment en, fait, en termes de subjectivation individuelle et groupale. Du coup. J'ai d'autres choses à dire, mais je pense que je vais bien laisser la parole à Arnaud et repartir éventuellement un peu. Merci. Oui, alors par rapport à la communauté, j'ai l'impression que, en fait, quand vous avez parlé du faire ensemble, c'est là où c'est vraiment important, et que faire ensemble, c'est pas être ensemble. Et que là où il y a peut-être un danger dans la communauté, c'est quand ça devient une identité, et une identité unique, où on devient presque unidimensionnel, quoi, où on devient que ça. Mais que à plein de moments, justement, cette communauté, c'est une passerelle vers d'autres façons de faire, vers d'autres moyens d'exister, et qu'elle est hyper importante pour le lien qui se constitue après, justement, quand on est justement dans une dynamique de soins. Et par rapport à la coopération-compétition, j'écoutais Barbara Stiegler hier sur une conférence qu'elle a faite, et en parlant de Lippmann, elle dit que souvent, justement, Lippmann, il parle de la coopération avec la compétition. Et que, justement, peut-être que dans la coopération se cache quelque chose qui serait de l'ordre de la compétition, un peu comme Hésiode dit qu'on ne connaît pas le jour sans qu'on puisse le comparer à la nuit, quoi, en gros. Donc peut-être que, justement, il y a quelque chose à la définition de la coopération, je pense qu'elle est hyper importante pour que, justement, ça ne devienne pas quelque chose qui fasse naître une espèce de une compétition qui serait en fait le revers de la médaille, et plutôt justement une compétition qui naîtrait de la coopération soit quelque chose d'autre, je sais pas. Et ensuite, par rapport à ce que la communauté elle met en forme, pour moi, ce qui à un moment où il y a quelque chose qui m'a vraiment parlé, c'est quand j'avais lu une revue qui s'appelait Tikkun, et où justement en fait ils disent que l'unité de vie et la mesure de l'unité de vie, en fait, c'est pas le corps individu, mais c'est justement la forme de vie, et que la communauté justement elle crée une forme de vie, et que dans cette espèce d'écosystème à ce moment-là, et ben justement on a l'impression d'exister, et ce que vous disiez avec le médecin, en fait, enfin pas seulement l'impression d'ailleurs, qui en fait on lui demande son avis, mais en fait dans le soin, c'est hyper important quand en fait vous êtes face à des gens et qu'ils vous demandent en fait qu'est-ce qui est le mieux pour vous. En fait, à partir de ce moment-là, ça donne beaucoup plus d'informations, et ça fait, je pense que ça favorise carrément le soin. En fait, quand on légitime la parole de la personne, et quand la personne dit quelque chose, qu'on lui dit. En fait, ce que vous dites, c'est vrai. En tout cas, pour vous, depuis votre subjectivité, c'est vrai. Après, comment est-ce qu'on travaille avec ça, quoi, et non pas le contraire. Voilà. Ce qui m'a intéressé beaucoup ce qui m'a frappé dans ce récit de mon ami médecin, c'est ce que je ressens par ailleurs. C'est qu'une relation comme ça, de coopération, c'est une sorte d'engrainement entre deux personnes qui fait qu'il y a une énergie qui se déclenche, qui en sort. Lui-même en faisait témoignage, c'est-à-dire qu'il s'est senti plein d'émotions d'être interrogé de cette manière-là. Non seulement ça enrichit, mais ça enrichit les données, l'expertise, les savoirs, etc. Mais ce questionnement
qui reconnaît cette expertise déclenche un sentiment de vie encore plus fort, quoi. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça fait pas très psychiatre ce que je dis là, mais c'est une réalité. Je l'ai vécu là. Enfin, vous allez me dire, je mélange tout, mais non, pas tout quand même. Mais on vient d'emporter un appel à projet à Mayotte. En fait, on a travaillé, on était au moins 5 ou 6 à être aussi indispensables les uns que les autres pour pouvoir faire aboutir ce projet. Pour des raisons que je vous passe, mais en tout cas, c'est le bilan qu'on a pu en faire quand on s'est retrouvé face à la présentation devant l'agence régionale de santé. Et donc, cette énergie qu'on a pu mettre ensemble, chacun avec ses propres compétences, ses propres, etc., sa propre personnalité aussi, sans chef, sans que ce soit quelqu'un qui fasse la synthèse de tout ça, mais à travers ce groupe-là. Pour moi, c'était véritablement aussi un groupe coopératif. Et ben, ça a été ressenti par l'ARS qui nous l'a dit. C'est-à-dire qu'ils ont été très surpris par la sensation d'implication sur ce projet-là qui a sans doute été important pour qu'ils prennent la décision favorable envers nous. Je veux dire, c'est cette production d'énergie vitale, d'énergie humaine que je trouve assez fondamentale et que j'ai l'impression qu'on vit par exemple à Kéros par moment. Là je me tourne vers Arnaud puisqu'il l'a vécu, mais qu'on vit par moment dans ces rencontres qui se font dans ce lieu. C'est un lieu où tout n'est pas tout le temps coopératif, mais il y a des moments où ça se passe comme ça parce que les conditions de possibilité existent pour pouvoir vraiment se rencontrer de manière très horizontale, très égale. Si je peux intervenir, ce qui me paraît... Attention Arnaud à ton micro quand tu parles pas, parce que ça fait un bruit de fond et toujours pareil. Voilà, dans ce qu'on débat là, ce qu'on discute, il y a peut-être un gradient à voir entre ce qui est du groupe et de la dynamique du groupe et ce qui est du collectif, de la communauté et des modalités de coopération. Et non pas que l'un exclut l'autre, hein, mais l'un ne peut pas résumer l'autre, et il y a des choses à avoir. Et pourquoi je dis ça? Parce que une partie de la réflexion que tu mènes et qu'on partage, c'est que si on veut qu'il y ait coopération, ça va venir aussi impacter la façon dont le professionnel travaille, et donc la façon dont l'organisation qui entoure le professionnel lui permet ou pas de se mettre en posture d'être un acteur de cette coopération ou d'être simplement le salarié d'une... voilà. Et donc, par exemple, dans ce que tu décris de Mayotte, on n'est pas dans une dynamique de groupe, même s'il y a eu un moment de dynamique de groupe, mais on est dans une organisation du mode de travail et de production du savoir collectif qui permet ce type de choses. Ceci dit, Alain, pendant ce temps, j'ai fait un message à certains pour voir s'ils écoutaient le webinaire. Ils n'écoutaient pas, et donc j'espère que la direction leur fera savoir qu'ils auraient dû être connectés à cette heure-là pour entendre qu'on parlait de... Tu veux parler du groupe de pilotage? Je veux parler du groupe de pilotage, de Jeff par exemple, qui était là au début, qui ne répond plus d'un seul coup. Donc, Jeff, où es-tu? Que fais-tu? D'accord. Ne personnalisons pas trop quand même. Non, mais pour certains, c'est important. C'est vrai. Mais voilà, cette dimension d'organisation des institutions versus la dimension de la dynamique groupale et de l'animation de la dynamique groupale, ça fait partie, à mon avis, de ces objets qui, petit à petit, il faut qu'on arrive ensemble, et c'est l'intérêt de se voir là, hein, à organiser, à agencer pour que petit à petit, ça prenne sens. Voilà, il y a d'autres pistes qui ont été ouvertes par Arnaud et par Sylvia, mais pour moi, celle-là est une piste qui se dégage de ce que tu venais de dire. Je te rends la parole. Ou à Sylvia, ou à Arnaud. Sylvia voulait rajouter des choses. Si vous aviez dit que vous aviez d'autres choses sous le coude.
par rapport à ça. C'est-à-dire que si je peux me permettre, c'est quand même la question de la hiérarchie ou de la distinctivité des places. C'est-à-dire c'est bien l'horizontalité, mais comment dire, en fait, c'est un idéal, la coopération comme machine abstraite, dirait Guattari. C'est un idéal qu'on veut atteindre. C'est pas forcément comment dire, chacun a une place quand même différente. Et dans la coopération et dans l'entraide, il y a quand même quelqu'un qui a enfin, c'est là où parfois ça me pose problème parce que je me dis, est-ce que c'est remplacer un mot par un autre? Est-ce que c'est remplacer le soin par la coopération? Ou est-ce qu'on reste sur l'idée de ne pas être mis en concurrence? C'est du soin, mais que les deux sont comme les deux faces d'une médaille qu'il faut savoir prendre en compte. Du coup, je me dis, la question de la distinctivité des places, c'est précisément savoir que dans une de la coopération, enfin, justement, il y a des gens qui accueillent, il y a des gens qui sont accueillis, et après on fait un travail coopératif, collaboratif, mais on n'est pas les mêmes. Enfin, je trouvais ça intéressant ce que tu as dit par rapport à la différence de faire ensemble et être ensemble. Et là, je formule là avec vous, mais il me semble que la communauté, c'est un endroit où on fait abstraction de la condition de chacun, de la condition matérielle de chacun, et en fait, on voit que et faire abstraction de la condition de chacun, ça crée aussi du coup de l'hypostase d'un signifiant maître qui vient au-dessus de la communauté, qui tout le monde est cette chose-là. Il y a un très beau texte de Agamben là-dessus, le temps qui reste, Saint-Paul et la mission, la poésie, justement comment on se dissout dans le collectif finalement, mais comme signifiant, voilà, dans la communauté. Alors que la coopération, c'est faire indépendamment de la condition de chacun, mais quand même faire avec la condition de chacun. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est tenir compte quand même où Jean Houry disait le maximum de hiérarchie. Ça veut pas dire le maximum de hiérarchie verticale. Ça veut dire le maximum de distinctivité, de singularité des places, quoi. De dire, en fait, chacun a quelque chose à apporter à cette œuvre collective. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire faire œuvre ensemble, au sens où, voilà. Moi, je suis italienne de par ma mère. Moi, je pense à l'opéraïsme. L'opéraïsme, c'était faire œuvre. Fare opera, voilà. Mais sans effacer par l'efficacité ontologique du langage, la hiérarchie, la distinctivité des places, le matérialisme, en fait, qui fait qu'en fait, un médecin et une sociologue, un usager, un éduc, une psychologue, on apporte un savoir et une sensibilité différente et des choses. Voilà. Je me dis. Et comment on intègre justement le savoir expérientiel? C'est drôle, aujourd'hui, le savoir expérientiel, c'est que le savoir du usager. Mais en fait, comme si les professionnels étaient dépourvus de savoir expérientiel. En fait, à quel endroit les professionnels font valoir leur savoir expérientiel, comme justement l'infirmière que vous saisiez tout à l'heure, finalement, elle veut accumuler un savoir expérientiel plus grand grâce à l'autre, qui est le patient, qui vient l'aider dans l'accumulation d'un savoir expérientiel, plutôt qu'un savoir théorique dénué de sens. Et aussi à quel endroit, du coup, le savoir expérientiel des usagers, il devient plus riche et plus fort que les soignants se mettent aussi en position de partager leur savoir théorique avec eux. Voilà. Je voudrais effectivement rebondir là-dessus parce que d'abord j'ai oublié de souligner quelque chose dans les conditions de possibilité ou dans les principes même d'un groupe coopératif, c'est la notion d'autonomie. C'est-à-dire que pour avoir travaillé pas mal sur la gouvernance partagée, qui là aussi est une perspective idéale, qui n'est pas toujours aussi idéale que ça, mais qui est celle de permettre à toutes les parties prenantes d'une organisation de participer et de contribuer à sa gouvernance. C'est qu'il n'y a pas véritablement de coopération sans que chacun ait son périmètre de souveraineté, c'est-à-dire qui échappe au contrôle des autres et qui soit la préservation de sa propre autonomie. Je pense que ça, dans un organisme de travail comme le nôtre, c'est essentiel. C'est aussi une base de confiance.
Enfin, il n'y a pas d'autonomie sans confiance. Et donc c'est essentiel, parce que si on n'a pas cette dimension-là, on dépend alors pour le coup complètement du groupe, et qui définit lui-même l'ensemble des tâches et l'ensemble de l'identité, comme le disait Arnaud tout à l'heure, de chacune des personnes. Donc cette autonomie, elle est vraiment très importante. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je l'ai pas noté, donc ça me reviendra après. Mais moi, ce qui m'intéresse là dans notre discussion, c'est aussi dans une perspective pratique. C'est qu'est-ce que moi, pardonnez-moi de revenir à moi, mais en tant que directeur général d'une organisation comme Opelia, je vais retenir pour que nous puissions avancer dans une pratique coopérative, c'est-à-dire dans quelque chose qui progresse vers la reconnaissance mutuelle des savoirs, et en particulier des savoirs des usagers, dans la mesure où ces savoirs ne sont quasiment pas reconnus aujourd'hui. D'accord ? Et c'est oui, alors au passage, qu'est-ce qui définit savoir d'usager d'un savoir institutionnel? C'est la position, c'est de la position institutionnelle. C'est-à-dire quand on est soignant professionnellement dans un lieu de soins, on est dépositaire d'un savoir professionnel, même si il est beaucoup plus éclairé par les expériences qu'on a vécues que par simplement la formation qu'on a pu avoir, la formation professionnelle qu'on a pu avoir. Et le savoir expérientiel, c'est pour revenir d'ailleurs à ce que disait au début Arnaud, c'est-à-dire qu'il y a une distance entre l'expérience et le savoir. Cette distance, elle se construit. Et comment elle se construit? C'est aussi par la reconnaissance de cette expérience justement la reconnaissance aussi et l'identification avec la personne concernée, l'usager, de ce qui fait sens et de ce qui fait aussi pertinence de ses savoirs par rapport à ce qu'il a vécu et ce qu'il a envie de dire et de vivre, et ce qu'il en retire. Donc c'est un travail, c'est une élaboration, c'est pas simplement j'ai une expérience donc je sais. Voilà. C'est très important. Dernier point, oui, on m'a souvent mis au départ, quand on a commencé à travailler sur ces questions d'abord de collaboration, puis après de coopération au sein d'Opelia, devant cette énonciation que finalement c'était une manière d'oublier qu'il y a une asymétrie par définition entre l'usager qui fait une demande et le professionnel qui est chargé de répondre à cette demande. Oui, bien sûr, il y a des asymétries, il y a des différences, l'altérité fait partie du groupe et fait partie d'ailleurs du fonctionnement de la coopération. Simplement, il y a une position éthique qui, je pense, qu'on arrive à vivre. C'est pas une position simplement théorique comme ça, c'est que je ne vaux pas plus que toi et toi tu ne vaux pas plus que moi dans ce qu'on va décider, faire, élaborer ensemble. Je n'ai pas de valeur supérieure à la tienne et réciproquement. C'est dans une valeur absolue. Voilà, dans ce groupe, on peut s'exprimer aussi librement l'un que l'autre, etc. C'est une perspective éthique, c'est une perspective, Sylvia dirait, idéale, ou peut-être idéaliste, ou rousseauiste. Non, c'est une perspective éthique. C'est ça qui nous fait avancer. La démocratie, c'est pareil. L'espérance, c'est pareil, etc. C'est des perspectives qui nous font bouger, mais qu'on essaye de respecter autant que faire se peut dans un contexte donné. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Arnaud, peut-être. Oui, sur ce principe d'horizontalité, je crois que on avait discuté avec Sylvia, c'est un peu essayer de trouver qu'est-ce que c'est que justement, parce que l'horizontalité c'est de l'idéalisme, hein, c'est sûr, parce qu'il y a toujours des rapports de pouvoir. Après, il s'agit de pas les transformer en rapports de domination, quoi. Mais ça serait de trouver justement une diagonalité. Et après, comment est-ce qu'on la définit, tout ça, moi j'en sais rien, mais en fait,
je pense que si on tend trop vers l'horizontalité, on tombe dans un espèce d'égalitarisme un peu autoritaire où tout devrait se valoir, justement. Et que ça, on n'en a vraiment pas besoin, quoi. Et que souvent, c'est couplé à l'identitarisme, hein, enfin, très souvent. Et que du coup, la valorisation des savoirs expérientiels, c'est intéressant parce que vous dites le savoir de l'institution, c'est pas le savoir expérientiel, mais en fait, quand on intègre les gens, notamment par les parcours de médiateurs santé pairs, on en fait des figures, enfin, on en fait des personnes qui sont dans l'institution. Et comment est-ce que, et là, c'est plus aussi distinct, quoi. Donc, je pense que la valorisation des savoirs, justement, elle permet cette diagonalité dans le sens où, vu que le savoir il est valorisé, il a une place, cette place est reconnue, et en fait, il se sent beaucoup moins à l'écart et beaucoup moins en dessous de quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est que du moment où on me demande mon avis, que mon avis est pris en compte et que cet avis peut servir, en fait, ça me dérange pas de pas avoir fait une thèse en psychiatrie, quoi. Absolument pas, quoi. Parce qu'en fait, il a une fonction, il existe, et du coup, il sert à quelque chose, il me donne une forme d'existence. Donc voilà, c'est beaucoup plus satisfaisant, quoi. Je pense que ce qu'on vient chercher dans la communauté, c'est de sortir de l'invisibilité, quoi, de l'atomisation, de la dépossession, de tout ça, quoi. Et qu'à partir de ce moment-là, à part peut-être quelques problèmes d'ego ou des choses comme ça, je pense que les gens, en fait, quand ils ont l'impression de enfin, quand ils servent à quelque chose, qu'ils ont l'impression que ça fonctionne et que ce qu'ils font, ça a du sens et puis que ça aide, ben, déjà, ils sont hyper contents. Après, il faut pas négliger non plus les possibilités d'horizons communs et d'horizons individuels, quoi. Que quelqu'un qui a un savoir justement expérientiel, il le transforme et que par ce savoir, il puisse accéder notamment à toujours à pas s'ennuyer avec ce savoir, quoi, arriver à aller au-delà de ce qu'il sait déjà et puis de ce qu'il sait déjà faire s'il en a envie, quoi. Après, il y a des gens qui se satisfont de quelque chose qu'ils ont réussi à acquérir par ce savoir et cette transformation du savoir en professionnalisation ou quoi que ce soit d'autre, quoi. Voilà. Tu voulais résumer peut-être les questions du chat? Non, je ne voulais pas résumer les questions. D'abord, je voulais remercier Arnaud là, pour ce que tu viens de dire, parce que je trouve que ça rebondit bien avec ce que disait Sylvia. Et moi, personnellement, ça finit de mettre des mots, de mettre des repères. Hein. Toujours pareil, Arnaud, il faut couper le micro après. Voilà. D'un seul coup, je prends un pouvoir auquel je ne suis pas habitué. Je trouve ça jouissif, tu vois, comme c'était président de séance. Ouvrez votre micro, coupez votre micro. Non, mais on sourit de ça, mais voilà, parce que tu disais, il faut à la fois garder la particularité de chaque savoir au nom de chaque expérience, ne pas en faire un instrument de compétition avec des savoirs universitaires ou autres qui ont leur légitimité, et ne pas en faire non plus une obligation d'amalgame où tout le monde devrait être pareil et où, au nom du commun, on perdrait et on voit bien que déjà, rien que si on prend ces trois axes-là, il y a de quoi penser l'agencement du collectif ou de la coopération de façon forte. Et sur le chat, on ne peut pas tout discuter, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, ceux qui ont accès au chat, il y a eu des débats qui sont partis un peu là-dessus, autour du statut de sortant de prison et un peu du paradoxe de celui qui a été privé de liberté et qui revint dans un lieu communautaire et commun, hein, et avec parfois à la fois des difficultés dues à ce que on peut attendre de lui et en même temps la temporalité dans laquelle il est. Et puis il y a eu des discussions sur la pharmacologie. Alors le truc disait mais l'usager peut pas se transformer en pharmacologue, et en même temps tout de suite on dit mais si, l'usager il a des savoirs pharmacologiques, mais c'est pas les mêmes que celui qui va être le pharmacien de l'institution. Voilà, là encore il y avait des discussions qui montent là-dessus et qui sont
extrêmement, je trouve, intéressante. Et puis, anecdotiquement, on a retrouvé notre ami Jean-François Guignard, qui est donc toujours connecté et qui salue Alain Morel de la victoire remportée à Mayotte. Voilà. Mais ces deux sujets de la prison et du paradoxe de sortir de l'enfermement de la prison pour aller dans un lieu commun et collectif, hein, et puis de la pharmacologie de l'usager versus la pharmacologie du professionnel. Et on le voit en ce moment dans certains débats sur le CBD, sur le cannabis, entre guillemets, thérapeutique. Moi, hier, j'étais à un débat avec des étudiants de Sciences Po et le Emmanuel Auriol, l'économiste, et puis un des députés de la commission, là, Ludovic Mendes. Et dans la même phrase, il pouvait dire il ne faut pas surmédicaliser, mais c'est important que la molécule vienne soulager et vienne améliorer le bien-être de la population si elle en a besoin. Voilà, donc on voyait ce paradoxe et donc il n'imaginait pas que le simple fait de se placer autrement dans une dynamique de groupe ou dans une appartenance à une communauté pourrait répondre à un malaise et qu'il n'y aurait pas eu besoin obligatoirement de passer par la prescription. Alors après, on est reparti sur le débat de l'épidémie des opiacés en Amérique du Nord et c'était intéressant. Mais on voit bien que on a besoin en permanence de préciser ça. Voilà, je ne sais pas si vous voulez avoir le temps, vu l'heure, peut-être chacun d'un mot de conclusion, puis on laissera Alain terminer. Qui démarre la conclusion? Sylvia, tu te lances pour terminer, et puis Arnaud et Alain qui cherchent déjà la citation qu'il lira. Exactement, j'ai trouvé. Vas-y Sylvia. Moi, la question de la prison, ça me fait réagir parce que moi, je suis en stage en ce moment dans un CPR et une des personnes qui venait l'autre jour parce que pour faire une demande de placement extérieur à la commission juridique qui aura lieu en juin, disait c'est quand même un peu paradoxal, on m'a enfermé 1 an et là je dois faire le choix d'aller m'enfermer ailleurs. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire choisir d'aller s'enfermer dans un lieu? Bon, il dit voilà, c'est pour m'enfermer pour des soins, c'est m'enfermer pour moi, etc. Mais bon, en même temps, on sentait bien le paradoxe de tout ça. Et moi, ça me refaisait penser à Oliver Einstein qui disait qu'il fallait accrocher finalement des toxicomanes à l'institution, mais qu'après, le plus dur, ça allait être de les sevrer de l'institution. Et ça, pour moi, c'est un écho très clair, très net avec ce qu'on évoquait au départ, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on va poster dans des lieux de soins et on les enchaîne. C'est Arnaud ou Alain qui disait ça, mais du coup, que les lieux de soins deviennent eux-mêmes des lieux d'obsolescence généralisée ou des lieux des choses à usage unique, ça décrit une logique aussi du rapport au monde qu'on est en train de tisser dans cette société de consommation que je pense l'ampleur de notre société électrogène. Mais on voit bien aussi comment du coup ça produit souvent des phénomènes de subjectivation un peu Fernand Deligny, il appelle ça subjectivation Bernard Bernier. Il dit c'est très dur à l'extérieur, c'est très carapace, mais à l'intérieur c'est pas subjectif. C'est pas quoi? C'est pas. À l'intérieur, c'est pas. À l'intérieur, c'est la mollesse du caractère, quoi. La mollesse du caractère s'entoure d'une coquille empruntée, et donc on passe, effectivement, et donc on passe, mais le turnover soignant, on peut l'expliquer comme ça aussi, on passe d'un Covid à un autre Covid, et par contre, lorsqu'on est dans une institution depuis 20 ans, on se crispe et on pense que l'univers, c'est le pot dans lequel on est depuis 20 ans. Mais bref, mais je vois bien comment dans mes divers terrains, souvent, dans certains services, on fait croire qu'il n'y a pas de dehors. Mais précisément, si le dehors qu'on offre aux personnes qui viennent pour addiction, c'est un dehors de la société addictogène, effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas de dehors. Et finalement, moi, je pense que ce qu'on essaye de tisser, il me semble qu'on essaie de tisser à travers le concept de coopération et cette réflexion et cette transversalité, cette diagonalité dont parle Arnaud, c'est précisément de dire quelque part, on ne va pas enchaîner des lieux, mais on va faire en sorte de tisser des attaches, des liens, des choses qui fassent que quelque part il y a de l'ancrage, quelque part il y a de l'ancrage dans ce monde
justement on passe d'une coquille vide à une autre coquille vide, et que ça c'est pas un objectif, disons, de court terme, c'est quelque chose qui est éternellement à réaliser. Et voilà. Et la question de qui on prend soin là-dedans, bah, justement, on prend soin de l'autre en soi, comme de l'autre qu'on voit chez nous. Arnaud? Oui, d'accord, vite fait. Ben, je vais juste rebondir vite fait, c'est parce que tu parlais de la prison, Sylvia, et j'ai commencé à lire Alternative à la prison là, de Foucault. Je sais pas si vous voyez. Mais en gros, c'est juste pour dire ce qui compte aussi si on veut qu'il y ait communauté, c'est pas de déplacer la prison justement dans les lieux de soins pour justement être dans du corps disciplinaire, tout ça, quoi. Parce que sinon, je pense que c'est là où souvent ça marche pas, la communauté. C'est parce qu'en fait, il y a des endroits où justement, vu qu'on n'est pas acteur et qu'on essaye de nous, ou en tout cas, le but, c'est d'essayer de nous réintégrer à la société et de nous réintégrer à une société normative, bah, ça fonctionne pas parce que du coup, on a les mêmes problèmes qu'à l'extérieur, quoi. Ou justement ce qu'on fait quand on éduque les corps ou quand on les discipline. Donc, je pense que ce qui est vraiment important pour faire communauté, c'est justement qu'il se joue quelque chose à cet endroit, qui soit pas justement qui reproduit pas les mêmes carences en fait qu'on retrouve dehors, parce que en fait ce décrochage de l'institution dont parle Holly Einstein, mais moi je l'ai entendu plein de fois quoi, dans les cures, tout ça, c'est ah mais là en fait quand je suis ici ça va, mais quand je vais sortir qu'est-ce que ça va être, quoi. Voilà, donc Moi, merci Arnaud. Je vais rebondir là-dessus parce que ça me paraît essentiel. Sans doute, ça devrait faire l'objet d'une autre conférence. Mais ce qui nous fait, dépasser ce risque de la dépendance institutionnelle, moi aussi je l'ai entendu à l'époque où Liebenstein écrivait, on en parlait dans plein d'institutions. Pour moi, on y échappe à ça dans la mesure où on pense le soin comme un parcours dans un écosystème, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dedans et de dehors, il y a un système qui fait se joindre des ressources qui sont dans la société, dans la communauté, dans le lieu de soins, ailleurs, dans la famille, dans le travail, dans l'école, etc. Et que c'est cet ensemble qui fait soin. Il faut arriver à se départir d'une vision soignante qui serait que ce soit nous qui créons le soin, que ce soit nous qui soyons véritablement soignants. En fait, ce qui est soignant, c'est le parcours que fait la personne avec le passage éventuel dans une structure de soins, mais ce n'est qu'une éventualité et ce n'est absolument pas ce qui va être forcément déterminant. Beaucoup d'autres choses peuvent être déterminantes. C'est pour ça que penser en écosystème, c'est très important. Et je voudrais qu'on puisse travailler là-dessus parce que je pense que notre futur projet associatif va beaucoup tourner autour de cette notion-là. Mais donc, puisque je dois conclure, je vous prie de bien vouloir écouter mon cher Pablo Servigne dans cette dernière page qui dit les choses suivantes. Et que je partage complètement, vous l'avez entendu tout à l'heure. L'entraide humaine met en jeu des capacités d'empathie, de réciprocité, d'évaluation des besoins du groupe, de mémorisation des comportements, de détection des émotions, de calcul, d'aversion à l'égard de l'inégalité, d'obéissance, d'amour, de compassion, d'amitié, de confiance, de compréhension. Ce voyage, parce qu'il parle de la fin de l'ouvrage, donc cet ouvrage, ce voyage a révélé notre interdépendance radicale avec l'ensemble de la toile du vivant et celle des interactions humaines. Pour nous, le concept même d'individu a commencé à perdre un peu de son sens, comme si aucun être vivant n'avait jamais existé, n'existe ni n'existera seul. Notre liberté semble être construite à travers cette toile d'interaction, grâce à ces liens qui nous maintiennent debout depuis toujours. Voilà, j'aime bien. Merci. Ah ben, merci à vous. On se donne rendez-vous au prochain. Hein, et d'ici là, souhaitons-nous un bel été.
de façon très pragmatique. Merci. Et on est dans un écosystème de réflexion. La preuve, c'est qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, on va se voir dans d'autres circonstances. On va partager à d'autres moments. C'est génial. Ouais, Hein, c'est super. ça. Allez, au revoir. Allez, À bientôt. à Au revoir. bientôt. Merci beaucoup Sylvia. Merci, Merci Sylvia. Arnaud. Merci, Merci à Arnaud. tous les participants.